Un mois après sa validation à l'Assemblée nationale, la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées de la RDC a été votée article par article par les sénateurs réunis en plénière au Palais du Peuple à Kinshasa, le vendredi 10 juin 2022. Tous les peuples autochtones qui nous ont précédés, nos aïeux, nos ancêtres, aujourd'hui c'est la joie énorme. Donc même ce n'est pas la joie, c'est l'allégresse, au-dessus même de la joie. Je remercie vraiment nos parlementaires. Ils viennent de nous prouver qu'ils étaient nos élus, que nous les avons élus. Et c'est là que je dirais que c'est une récompense, une compensation d'une autre façon. Au cours d'un débat juridique à cette plénière, certains articles ont été élagués. Il s'agit notamment des aléas des articles sur la création des nouveaux groupements et la création des sites sacrés en faveur de ces peuples. Le travail de la commission n'a pas été facilité non plus parce qu'on devait à tout moment chercher à trouver les mots ou si je peux dire l'équilibre utile pour ne pas faire sursauter les sénateurs au fait dans la salle. Donc on a fait en sorte que nous puissions présenter un texte assez potable pour que les droits des peuples autochtones pygmées soient pris en compte et protégés. Les différents partenaires et accompagnateurs de ces peuples se sont dit satisfaits de l'adoption de cette loi, qui est le résultat du combat mené pendant 10 ans. La prochaine étape consistera en la promulgation de cette loi par le président de la République démocratique du Congo pour sa mise en œuvre effective. La République fédérale d'Allemagne a fait le bilan de ses actions en République démocratique du Congo, vendredi 10 juin à Kinshasa, sur le plan environnemental, de la promotion des objectifs de développement durable à la gestion intégrée des aires protégées. Elle a révélé que l'impact de ces programmes est bien réel, car cette démarche s'inscrit dans le cadre des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, traduit dans le plan national stratégique de développement de la RDC. Les Congolaises et les Congolais savent très peu de choses sur ce que fait réellement l'Allemagne au Congo dans le détail. Alors, je veux changer cela, et ça c'est l'objectif de cette réunion, de vous fournir des informations sur notre partenariat. Quels sont les objectifs dans nos projets? Par exemple, la population a accès à l'eau potable à moindre coût et vit dans un milieu assaini. Un autre exemple, les forêts du bassin du Congo, nécessaires pour la protection du climat à niveau mondial, qu'ils sont bien protégés, gérés et exploités de manière durable. À en croire les autorités allemandes, plusieurs de leurs projets au pays sont en cours d'exécution. Les populations locales vivant dans les zones périphériques de ces aires protégées bénéficient des alternatives de revenus, notamment grâce au reboisement, des chaînes de valeur vertes et la gestion durable des forêts naturelles. Donc pour nous aussi, le secteur biodiversité et conservation de la nature, c'est un secteur très important pour l'Allemagne. C'est parmi les 3 secteurs clés. Et nous avons premièrement un projet pour soutenir la gestion des parcs. Ça veut dire le projet soutenu, le programme de biodiversité et la gestion durable des forêts. La coopération allemande travaille avec les populations riveraines et couvre une part importante pour la protection des 6 aires protégées, à savoir le parc national de Kahuzi-Biega, la réserve de faune à Okapi, le parc national de la Lomami, le parc national de la Salonga, la réserve naturelle du Triangle de l'Angiri et le parc national de Koundelungu. Et pendant la première phase, on construit et on réhabilite, on construit des routes dans le RFO, donc la réserve de faune à Okapi, et dans le parc national de la Lomami, et aussi des projets de WASH. Mais avec la deuxième phase, 15 millions d'euros, nous voudrions vraiment soutenir tous les parcs qui sont soutenus par la KfW. Ça veut dire les 6 parcs, c'est les 6 aires protégées. Mais en plus, nous avons aussi un projet ou un fonds Okapi. Et avec le fonds Okapi, nous avons 2 phases pour soutenir vraiment les coûts de management pour les parcs au Congo.
La République fédérale d'Allemagne se veut être un partenaire fiable et flexible aux besoins des communautés congolaises. L'Allemagne est à ce titre l'un des grands partenaires au développement de la RDC, qu'il s'agisse de la coopération au développement, de l'aide humanitaire ou de la promotion de la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. C'est là depuis 1960. La seconde phase des travaux de réhabilitation du marché central de Kinshasa a consisté à décaper les bétons et les étalages qui couvraient la surface de ces marchés. Au total, 8 pavillons sur 10 ont été démolis, des caniveaux ont été débouchés et construits pour canaliser le ruissellement des eaux. Les travaux démarrés depuis quelques mois évoluent petit à petit et l'engin à marteau-piqueur et à pied d'œuvre. Les travaux sont organisés d'une certaine manière. On casse, on arrête de casser, on évacue. Et nous profitons de la saison sèche pour finir avec les pieux. Et une fois ça c'est fini, les briques ça va aller vite. Construire le marché central, c'est pas poser une brique sur l'autre. Nous avons 1789 pieux à poser et ça va prendre du temps. Donc voir les choses qui vont dépasser cette clôture-là, il faut être un peu patient. La prochaine étape va consister à la pose de 1789 pieds de nouveaux pavillons avant d'entamer l'élévation des murs. Les autorités urbaines apaisent la population quinoise, visiblement impatiente de voir les travaux arriver à la fin. Ces autorités promettent de mettre en place des étalages et des magasins qui vont répondre aux normes urbanistiques afin de sécuriser la vie des marchands et visiteurs de ces marchés de la capitale. Le marché central va être construit sur 80 000 mètres carrés, avec plus de 510 magasins. C'est R+2. Et quand on dit R+2, les gens ont peur en disant « Ah, bazo ça, bah mall ». Non, on ne fait pas les malls. On fait le marché traditionnel qu'ils avaient connu ici, au rez-de-chaussée et à un autre niveau. Et tout autour, le deuxième niveau, c'est que les magasins. Donc, qui prennent leur mal en patience, ils ne vont plus vendre par terre, ils vont vendre dans des conditions correctes et les gens qui vont venir acheter dans des conditions correctes. Il y a une maman qui pleure parce qu'on a cassé le marché central. Elle ne sait plus où vendre. Mais il y a une autre maman qui est en train de pleurer son enfant à l'hôpital, qui a mangé des choses qui étaient sales, qui est en train de pleurer l'enfant. Et j'avais posé une question de ces deux mamans, laquelle vous soutenez, laquelle vous trouvez qu'il faut lui donner solution à son problème. Je pense que humblement, on devrait trouver la solution pour la maman qui pleure son enfant. Parce que s'il n'y a personne pour acheter, vous allez vendre à qui? Rappelons que le nouveau marché central est en train d'être construit sur une superficie de 80 000 mètres carrés. Il aura plus de 510 magasins et près de 70 000 étalages. La mort des poissons dans le territoire de Minova, précisément dans la baie de Kabuno et Bweremana dans le nord et sud Kivu, en date du 3 juin 2022, continue à susciter des questionnements. Selon une analyse faite par les chercheurs de l'unité d'enseignement et de recherche en hydrobiologie appliquée URA sur les causes de la mortalité massive de ces poissons, l'hypothèse de gaz méthane ou carbonique est à exclure totalement car la concentration en gaz méthane dans ce golfe est très faible. Pour que le gaz méthane provoque de telles mortalités, il faut qu'il y ait une certaine éruption. En fait, ce n'est ni le gaz méthane ni le gaz carbonique, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ah bon, il s'agit de quoi alors? C'est un phénomène, nous pensons à un phénomène connu en limnologie qu'on appelle la poiling. Ça veut dire la remontée des eaux moins riches en oxygène vers les eaux plus riches en oxygène. Et donc, il y a eu une diminution brusque de l'oxygène dans l'eau où vivent effectivement les poissons. Et cette diminution brutale comme ça, c'est ce qui doit avoir provoqué cette forte mortalité. On a un document qu'on a produit de 8 pages où on explique tout et toutes les hypothèses qui ont été avancées et comment ces hypothèses ne peuvent pas être vraies. À en croire ce professeur, c'est au cours de ses entretiens avec les habitants de Bweremana et Minova le 7 juin 2022 qu'il a conclu que quelques poissons ramassés à Bweremana provenaient de Minova, soit déjà morts, soit en train de suffoquer à la surface de l'eau, très probablement à la recherche de l'oxygène, sauf le limnotrisamiodon, appelé communément sambaza, une sorte de poisson en très petite taille, et le clarias appelé cambalé dans le Kivu. Il a été observé que la profondeur maximale dans cette zone était de 3,6 mètres et la température était normale avec 23,4 degrés Celsius.
D'autres aspects, les eaux sont noirâtres, mais sans odeur particulière, il n'y a plus de poissons morts dans la zone et la pêche d'essai n'a rien apporté comme poisson. Quelle solution pour ce problème? En fait, c'est un phénomène qui est naturel et dans les conditions qui sont les nôtres, c'est des phénomènes imprévisibles en fait. Bon, si on devrait vouloir prévenir ce genre d'événements, il faudra installer des stations météo. Donc, pour pouvoir développer des modèles qui peuvent faire des prédictions pour dire à voir comment est-ce que la météo évolue, il y a risque que tel événement se produise. Il faudra avoir des stations météo installées partout pour donner des données en continu sur une longue période. Parce que de toute façon, ce phénomène-là devient quand même récurrent dans ce milieu-là. Ça fait quand même la 3e fois que ça se passe à des intervalles de quelques années. Et donc, il faut en tout cas qu'on ait des données météorologiques sur une longue période pour pouvoir faire des modèles qui peuvent nous permettre de prédire ce qui peut arriver, voyant comment évolue la météo. Selon les recherches de cet expert en hydrologie, c'est la 3e fois que ce phénomène a lieu dans cette partie du lac. La première s'était produite en 2009, vers la même période, et avait fait beaucoup de poissons morts. Le deuxième drame avait eu lieu en novembre 2016. Par conséquent, la pêche était fermée dans cette baie pour une durée de 3 mois afin d'être rouvert le 30 juin de l'année en cours. L'étude affirme que ce qui y avait d'inhabituel sur l'aspect de l'eau, c'est la coloration qui est devenue presque noirâtre. Sécheresse, pénurie d'engrais, inflation monétaire et les stocks de céréales de l'Afrique sont au plus bas de l'échelle, faisant craindre aux populations un ouragan de famine. Plusieurs pays africains sont dépendants du blé russe et ukrainien qui subit la raréfaction et l'inflation suite à la guerre qui a éclaté entre les deux pays. Face à ces drames, le président de l'Union africaine a initié plusieurs démarches pour demander à la Russie de revenir à sa décision de priver le monde entier, plus particulièrement l'Afrique, de ses céréales. Pour certains économistes, l'Afrique doit vite remédier au problème d'approvisionnement du blé pour sauver son économie et la survie de sa population. Il faut arriver finalement à gérer la contradiction entre politique agricole et politique alimentaire. Si je fais une comparaison avec l'Europe des années 50, en l'Europe des années 50, on a pu s'offrir une politique agricole avec des prix très rémunérateurs pour les agriculteurs, tout simplement parce qu'on était au cœur des Trente Glorieuses et que le consommateur urbain pouvait supporter des prix plus soutenus. Malheureusement, on ne peut pas dire que dans les métropoles d'Afrique, nous soyons au cœur de quelque Trente Glorieuses que ce soit. Le monde va battre des records de production agricole en 2021-2022. Ceci devrait se traduire par une diminution des prix mondiaux, notamment des prix des céréales. En République démocratique du Congo, certains scientifiques avaient proposé de recourir à la farine de manioc pour les productions de pâtisseries. Le manioc est un aliment très riche en fécule, dont 75% d'amidon et de sucre. Le manioc est panifiable, mais l'absence de gluten limite son emploi pour les pains à 30% ou 40% du dosage. Néanmoins, il reste toutefois plus cher que les blés importés et pauvre en protéines à 2%. Sans ces céréales importées, l'Afrique ne sait à quel sens vouer. Le continent voit son économie être menacée. Aujourd'hui, où les prix agricoles sont plus élevés, on peut imaginer que la situation dans les zones rurales est probablement meilleure et par contre se posent des problèmes d'alimentation des zones urbaines. C'est tout le conflit qu'il peut y avoir dans nombre de ces pays entre politique agricole, je vais mettre des prix suffisamment incitatifs pour pousser les producteurs à augmenter leur production, et politique alimentaire, je maintiens les prix alimentaires le plus bas possible pour éviter les émeutes de la faim. Alors assez souvent, parce que c'est ce qui politiquement est le plus déstabilisateur, on regarde avant tout les prix alimentaires dans les zones urbaines, mais lorsque les prix alimentaires dans les zones urbaines sont bas, notamment parce qu'on a pu importer, il faut bien se rendre compte que ceci a un impact très négatif dans les zones rurales. Les diverses tentatives de se libérer de la farine de blé se sont le plus souvent soldées par un échec
et constitue encore une démarche qui peut être qualifiée de marginale. L'incertitude d'approvisionnement régulier en céréales locales et les habitudes alimentaires des consommateurs sont un frein au développement. Seule la lutte contre le réchauffement climatique et la mise en place d'une politique de production industrielle locale pourraient changer la donne alimentaire. Dès son nom, Ananas commusus, ce fruit, originaire de l'Amérique du Sud, spécifiquement du Paraguay, est le plus riche en glucides et contient plusieurs vitamines dont les vitamines A, C, E et B, sauf la vitamine B12. En République démocratique du Congo, certaines provinces s'adonnent à cultiver ces fruits, comme celle de Maïndombe, dans le territoire de Koutou, dans le village Madjoko, où nous avons rencontré un fruiticulteur qui nous explique la plantation de l'ananas. Je cueille l'ananas mûr, je coupe sa plante restante, la replante à 50 mètres d'intervalle avec l'autre plante qui me donnera d'autres fruits et je reprends la même méthode. Je vends certains dans mon village et j'exporte d'autres fruits à Kinshasa, donc 50 ananas qui valent entre 1 et 2 charrettes. L'ananas est plus consommé sous forme de fruits et de jus grâce à sa saveur et plusieurs vertus qu'il renferme. Il lutte contre la diarrhée, favorise la digestion par la cellulose, aide à prévenir le problème de constipation, soulège les douleurs articulaires, renforce le système immunitaire et prévient les maladies cardiovasculaires, pour ne citer que cela. La meilleure saison de sa plantation est entre le mois d'octobre et d'avril. Il pèse au moins 1,8 kg en moyenne. En croit ses fruiticulteurs, il est confronté à plusieurs difficultés pour une meilleure production. En cultivant, je rencontre plusieurs difficultés. Il y a certaines plantes qui sont menacées par des insectes et d'autres qui sèchent. C'est pourquoi nous les plantons près des eaux, car l'humidité est son meilleur engrais. Aujourd'hui, le Costa Rica occupe la première place dans le monde avec 3 418 155 tonnes d'ananas produites par an et le Nigeria occupe la première place avec 900 000 tonnes en Afrique. Une sonnette d'alarme est lancée au ministère de l'Agriculture face aux richesses que renferme le sol congolais, car la valorisation de cette culture ferait de la RDC un grand pays producteur d'ananas en Afrique, voire dans le monde.